Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. Bonjour à toutes et à tous, lundi 30 janvier. Et oui, si vous n'avez pas encore souhaité les vœux, il est temps de le faire. Et nous allons discuter, débattre, commenter l'actualité aujourd'hui avec Frédéric Fougera. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour, vous êtes président de Tenkan Paris. Bonjour. Vous êtes agent, vous êت communicant, vous avez publié La com est un métier. J'ai encore pas bien dit? Non, c'était le mot agent, j'attendais de savoir agent de quoi. C'est parce qu'il y a marqué agent double. Agence de communication, donc vous êtes agent peut-être de la CGT. Vous avez publié La com est un métier aux éditions Bréal Studirama. Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et votre dernier livre est un livre d'entretien, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples avec Stéphane Rosès. C'est aux éditions du Cerf. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort. Bonjour. Et Régis de Castelnau. Bonjour. Vous êtes avocat. Bonjour, votre blog s'intitule Vue du droit. Vous avez publié Une justice politique aux éditions L'Artilleur et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Tiens, je vous conseille, je le dis depuis plusieurs jours, de lire le livre Sambre, qui est un livre incroyable, qui est une enquête sur, en fait, plus sur les victimes de Dino Scala, le violeur en série, sur la justice. Régis, c'est un livre qui devrait vous intéresser, vous scandaliser, peut-être pas vous étonner sur les dysfonctionnements sur ces viols qui ont été commis pendant 20 ans, soit plus de 60 victimes. Pardon. L'auteur s'appelle Alice Géraud, voilà, et c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est un livre qui, moi, m'a laissé KO debout, je le dis, parce qu'à chaque page, on se dit, mais comment est-ce possible, 2 plaintes dans un même commissariat, les juges d'instruction, première année qui arrivent dans cet endroit du nord de la France. C'est un livre vraiment vertigineux. Je vous le conseille, cher Régis, mais il ne vous étonnera certainement pas. Non, mais Valérie, je réponds à ça. Oui. Y a eu la création à Nanterre d'un pôle pour les cold cases. C'est très à la mode, hein, oui, vous savez, oui. Et donc, bon, il se trouve que dans une affaire qui va donner lieu à pas mal, probablement, de médiatisation, je suis concerné un peu indirectement, hein, mais je contribue. On voit des catastrophes dans la gestion, les défauts de moyens, d'ailleurs. Hein. C'est assez, effectivement, c'est assez terrible. Hein. Oui, non, c'est 20 ans de dysfonctionnement qui sont absolument ahurissants. 64 ans, c'est non négociable. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne. On va parler du fond et de la forme. On en discutait avec Arnaud Benedetti juste avant l'émission. C'est un petit peu de la provocation de le dire de cette manière. On va parler de la NUPES également. Est-ce qu'elle cherche à bordéliser le pays? Et est-ce que, comme le dit Gérald Darmanin, ces gens n'aiment pas le travail? Et puis le rapatriement des femmes et enfants de djihadistes. Il y avait tout un dossier dans le Figaro ce week-end assez inquiétant sur le sujet. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Régis, on va commencer avec vous. C'est début de semaine, un conseil. Un conseil de lecture. Oui, absolument. C'est un coup de cœur qui va se transformer en coup de gueule. J'en avais parlé déjà dans une émission précédente, mais j'ai entendu beaucoup de choses se dire sur la retraite par capitalisation. Netflix a fait une série sur Madoff, docu-fiction, qui est remarquable. Remarquable. J'ai été halluciné par l'ampleur de la fraude de pyramide de Ponzi. Hein, c'est-à-dire qu'il a amassé des milliards de dollars sans investir un centime. Mais la tragédie, c'est l'absence de contrôle. Toutes les grandes banques, tous les grands intérêts financiers états-uniens, mais aussi en Europe, ont versé de l'argent, ont solidifier la confiance qui était faite à cet escroc, hein, et moyennant quoi, tous les gens qui ont souscrit, tous les gens qui ont donné de l'argent pour capitaliser sur leur retraite, se sont retrouvés à 70 ans, 75 ans, obligés de retravailler. Non, vraiment, il faut voir. Moi, quand on me dit retraite par capitalisation, c'est formidable. Si c'est pour confier l'argent à Madoff, je suis pas d'accord. Hein. Voilà, c'était pour... C'était le clin d'œil avec l'actualité. J'ai pas vu la série, mais il paraît qu'elle est effectivement excellente. Arnaud, vous, c'est un coup de gueule. Non, j'ai vu un article dans le Figaro, je ne sais pas si c'était ce week-end ou c'est ce matin. Je l'ai vu ce matin, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il a été publié. Sur une enquête qui est faite sur
l'écriture inclusive et l'université. Et on voit que dans un certain nombre d'universités, pas toutes, hein, dans la mienne, c'est pas le cas en l'occurrence, mais dans un certain nombre d'universités, il y a un travail de promotion de l'écriture inclusive. Oui. Alors d'abord, rappeler qu'il y a une circulaire qui a été initiée par le ministère de l'Éducation nationale du temps de Blanquer, qui n'autorise pas l'utilisation de l'écriture inclusive dans le système éducatif et à l'université. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on voit que même un certain nombre d'enseignants, parfois, vont sanctionner leurs étudiants parce qu'ils n'utilisent pas l'écriture inclusive. Donc moi je trouve ça d'abord regrettable. Quand on a à corriger des copies, comme c'est mon cas de temps à autre, on se rend compte que la priorité, ce n'est certainement pas l'écriture inclusive, c'est la maîtrise de l'orthographe, c'est la maîtrise de la syntaxe, c'est la maîtrise des fondamentaux et de la connaissance qui me paraît absolument essentielle. Et d'ailleurs on peut se poser parfois la question comment un certain nombre d'étudiants ont pu d'une certaine manière franchir les barrages qui sont les barrages sélectifs qui doivent finalement vous permettre d'arriver à un certain niveau d'enseignement. Donc déjà là il y a une question. Donc c'est vrai que moi c'est pas la première fois que je fais un coup de gueule sur l'écriture inclusive, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises, mais je trouve que cette volonté à un moment donné d'embrigadement idéologique à travers l'écriture est non seulement insupportable au regard finalement des missions qui sont celles des universitaires, c'est-à-dire d'avoir quand même une forme de neutralité axiologique même s'ils ont une liberté académique, et ensuite ça me paraît vraiment tout à fait contradictoire avec la nécessité que les étudiants puissent disposer d'un certain nombre d'apprentissages fondamentaux qu'ils n'ont pas. Et il faut bien comprendre que l'écriture inclusive est une écriture qui, au-delà du fait qu'elle n'est pas autorisée, est une écriture qui complexifie encore plus la capacité à finalement à disposer d'une écriture qui est lisible et acceptable. Et qui ne change pas grand-chose aux discriminations. Et ça ne change rien, ça n'a aucun effet. Homme-femme, femme-homme, quand on voit les derniers rapports, on voit que c'est pas très utile. Sauf qu'elle nourrit un petit peu la guerre des sexes qu'entretiennent les wokistes et autres partisans de cette écriture inclusive. Toucher au langage, c'est jamais anodin. Ça implique aussi un changement de monde et de civilisation. Et il y a aussi de leur part, de ceux qui surtout veulent l'imposer, un véritable combat idéologique auquel il faut absolument résister, quoi. Mais pardon, de poser une question un peu naïve, si c'est interdit, comment se fait-il que ce soit autorisé ? C'est une circulaire. Régis est juriste. On sait très bien qu'elle n'a pas une valeur. Alors, elle n'a pas une valeur normative immédiate, évidemment. Voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est que c'est un combat politique. Soyons clairs. C'est un combat politique et par conséquent, il y a une violation de la neutralité politique de l'enseignement. Moi, j'ai vu passer, je sais pas, c'était peut-être un fake, un sujet d'examen intermédiaire à Sciences Po. Rédiger le sujet d'examen en écriture inclusive. Donc, oui, bien évidemment, mais attendez, c'est la responsabilité de qui ? C'est la responsabilité du ministre de l'Éducation nationale. Et là, c'est le règne de la lâcheté. Là, c'est la responsabilité du ministre de l'enseignement supérieur, en l'occurrence. Frédéric, qui est un secrétaire d'État qui dépend du ministre. Non, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche est un ministère de plein exercice aujourd'hui. Ah d'accord. C'est pas un ministère délégué, non. Oui, Frédéric Fougerat, sur ce sujet. Je suis vraiment d'accord sur ces sujets-là, parce que quand on parle d'écriture inclusive et de l'interdire, c'est une vaste hypocrisie. Ce qu'on interdit en réalité, c'est l'utilisation du point milieu ou du point médian. On est d'accord ? Oui. Parce qu'on peut pas interdire aux gens d'avoir une écriture respectueuse des uns et des autres, d'utiliser des termes épicènes. Donc c'est pas l'écriture inclusive en réalité qui est interdite. C'est ce fameux point qui est plutôt excluant d'ailleurs, puisque il interdit les moteurs de recherche par exemple pour les sourds et muets d'avoir un accès à cette écriture. Donc c'est bien de cela dont on parle, et pas l'écriture inclusive en réalité. Mais c'est quoi pour vous c'est-à-dire qu'est-ce que vous trouvez acceptable ? C'est pas seulement. Moi, ce que je trouve acceptable, c'est qu'on respecte les gens, les hommes et les femmes, de façon égale. Après, on n'est pas obligé de venir introduire des ponctuations qui vont venir perturber. Dans Yel, il n'y a pas de ponctuation. Quand on dit bonjour mesdames et messieurs, on est inclusif, au lieu de dire bonjour messieurs à une assemblée où il y a des hommes et des femmes. C'est simplement ça. Hier soir, je regardais l'émission de Laurent Ruquier, Les enfants de la télé, il passait un extrait de La Piste aux étoiles. Et Roger Lanzac commençait comme cela, en disant « Mesdames, Mesdemoiselles, bonjour, bonsoir.
J'espère que vous avez terminé vos travaux ménagers. Bonsoir messieurs, vous êtes certainement assis dans votre fauteuil. Oui, on était dans les années 60. Oui, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on entend ça. Vous aviez Francis. Non, mais attendez, c'est pas seulement un problème de ponctuation. Attendez, Régis. C'est pas seulement un problème de ponctuation, il y a les pronoms. Yel, par exemple, j'en ai vu d'autres passer. Non, je pense qu'il y a véritablement un combat politique que je comprends, on est libre, hein, on peut parfaitement envoyer ces emails en écriture dite inclusive avec les pronoms, etc. Il y en a qui le font, ces messages sur les réseaux, hein, mais dès lors qu'on entre dans la sphère administrative et l'éducation nationale en fait partie, eh bien on respecte un certain nombre de règles. Voilà, non, mais le problème, au-delà de ça, neutralité, hein, le problème, c'est qu'il peut y avoir des copies qui sont sanctionnées, en l'occurrence, parce qu'elles n'utilisent pas justement ce fameux point médian. Là, vraiment, il y a un vrai sujet, en l'occurrence, en matière d'évaluation des étudiants. Quand on sait que parfois, on n'évalue pas les étudiants sur leur connaissance de l'orthographe ou sur leur connaissance de la syntaxe, en l'occurrence. Mais on va par contre les sanctionner parce qu'ils n'utilisent pas le point médian. Donc vous voyez les contradictions. Alors, je dis pas que c'est général, attention non plus. C'est malgré tout une tendance qui existe dans un certain nombre d'établissements. Voilà. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant, 9h13 sur Sud Radio. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 10h, nous commentons l'actualité, on va revenir sur évidemment la réforme des retraites et on va continuer notre tour de table avec vous, Michel Taube. C'est un coup de gueule. Oui, en fait, je pense qu'il ne faut pas se moquer de ce qui s'est passé ce week-end à Marseille pour le congrès du Parti Socialiste. Évidemment, on ne tire pas sur une ambulance et on pourrait se dire qu'avec les 2% qu'a fait Anne Hidalgo à l'élection présidentielle, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais il y avait un vrai enjeu très important pour la suite de la vie politique française parce que dans la perspective d'un possible effondrement de la Macronie, lorsque Emmanuel Macron va se retirer par obligation, il ne pourra pas se représenter, il y a quand même beaucoup de Français qui espèrent que la droite républicaine d'un côté, la gauche républicaine de l'autre vont peut-être se reconstituer et se redonner une santé pour, encore une fois, sur les ruines de la Macronie à venir, recomposer un peu la vie politique française. Et Olivier Faure, en fait, lui défendait contre ses adversaires, notamment le maire de Rouen, enfin il y avait le maire de Rouen, mais aussi la maire de Vaux-en-Velin, le maintien du Parti Socialiste dans la mouvance de la NUPES, au sein de la NUPES. Et sa réélection, sa victoire un peu à la Pyrrhus, c'est la garantie que le Parti Socialiste va rester pour de longues années un appendice des Insoumis, et dans le cadre de la NUPES, et donc cela compromet, selon moi, quasiment définitivement, tout espoir d'une recomposition d'une gauche social-démocrate, de centre-gauche, qui là n'a quasiment plus d'espace pour exister. Et donc, ce qui s'est passé, je trouve, ce week-end, c'est important pour la suite des événements, de ce qui va se passer dans les années qui viennent, et ça ne doit pas être pris à la légère. Voilà. Vous avez suivi Oui, bien sûr. Non, mais bon, d'abord, il faut être plus nuancé, c'est-à-dire que Maillard-Rossignol n'est pas fondamentalement, je veux dire, opposé à une sortie de la... Enfin, il dit pas qu'il faut sortir de la NUPES. C'était la troisième motion, la motion d'Mme Geoffroy, qui était plutôt, je veux dire... entre les deux. Voilà, il dit il faut revoir notre mode de partenariat avec notamment la France Insoumise et les Verts, donc ce qui est un peu différent. Ensuite, si vous voulez, le problème, c'est que ce qui se passe, c'est que le Parti Socialiste, on sait très bien ce qui s'est passé lors des élections législatives, a sauvé son groupe parlementaire, parce que il n'avait pas d'autre solution que de cette alliance pour sauver les quelques parlementaires qui lui restaient. Mais le gros problème, c'est que le PS a toujours finalement été dominant à gauche ces 50 dernières années. Le grand succès de François Mitterrand à l'époque, c'est d'avoir réussi à imposer un rapport de force favorable au Parti Socialiste dans sa relation avec le Parti communiste. Et pour la première fois depuis un demi-siècle, on se retrouve avec un Parti Socialiste qui négocie en position de faiblesse par rapport à des adversaires qui sont plus forts que lui, et notamment la France Insoumise, qui dévore d'une certaine manière une grande partie de l'espace à gauche. Moi, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vois pas une offre social-démocrate telle qu'on l'a connue en mesure de se reconstruire efficacement sur le plan électoral, parce qu'une partie de la social-démocratie est partie du côté d'Emmanuel Macron aussi, il ne faut jamais l'oublier, notamment les valsistes, entre autres. Donc, l'espace politique est extrêmement réduit, et ceux qui essayent de le faire vivre se retrouvent d'une certaine façon cornérisés.
Oui. Frédéric Fougera. Avis totalement partagé. Il y a un problème d'espace politique et cette séparation entre plus à gauche ou moins à gauche. Et l'avenir dira comment ils peuvent se reconstruire, s'il y a vraiment une place pour la social-démocratie, avec les évolutions notamment présidentielles qu'on a évoquées tout à l'heure. Vous avez suivi Régis de Castelnau, ce qui s'est passé ce week-end? J'ai dit la dernière fois que la façon dont se passaient les grandes messes du Parti socialiste était relativement classique. Ma deuxième observation, c'est-à-dire qu'avec ces divisions, avec ces accusations de manipulation, ma deuxième observation, c'est que Arnaud, oui, si on fait de l'histoire, rappelons-nous en 69 où était le Parti socialiste avec le ticket de fer Mendes France à 5% et ce qu'a réussi après François Mitterrand. Moi, je pense qu'il faut jamais insulter l'avenir. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est tout l'espace de la gauche qui est faible. Tout l'espace de la gauche qui est faible, avec une France insoumise et le gros virage stratégique de 2018, début 2018 de Mélenchon qui s'est terranovisté. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est difficile de prévoir ce qui va se produire. Le clivage droite-gauche, pour l'instant, il est moribond. Est-ce qu'il va revenir? Ce sont les thèses de Jérôme Sainte-Marie, bloc populaire, bloc élitaire. Est-ce que ça va se restructurer? Je pense que le problème, il ne faut pas inverser les facteurs. S'il n'y a pas pour l'instant d'espace pour le Parti socialiste, c'est parce que cet espace politique, ce que Michel souhaiterait, n'existe pas. Cet espace politique de la social-démocratie, qu'est-ce qu'elle a à proposer aujourd'hui? Non, c'est pas forcément ce qu'il souhaite. Frédéric Fougera, on va partir, on va commencer à aborder la question de la réforme des retraites avec, en particulier, ce qui va se passer demain, grande mobilisation prévue et certaines mairies qui vont fermer. Bah oui, Valérie, c'est mon coup de gueule parce qu'à 24 heures d'une journée de grève qui est déjà présentée par les médias comme un succès, mon coup de gueule, il va contre les maires qui décident de fermer autoritairement leur mairie pour soutenir une grève. Et mon coup de gueule serait le même, quelle que soit la grève d'ailleurs. Ils outrepassent leur rôle, ils ne respectent pas leurs obligations de neutralité, ils ne respectent ni leurs salariés, ni leurs administrés, ils privatisent leur collectivité comme si c'était leur chose, comme si c'était une propriété privée. Et tout ça, surtout, je pense, a des effets de com. Regardez Anne Hidalgo, qui la semaine dernière a passé son temps sur les plateaux télé à faire de la communication. Ça ne sert à quoi? Ça ne sert qu'à sa communication. Donc c'est que de la com, c'est un petit coup de com facile qui, je ne suis pas certain, paye sur la durée d'ailleurs. Ça ne se retrouvera pas forcément dans le résultat des élections. Donc je regrette que certains élus mesurent leur valeur à leur présence dans les médias plus qu'à leurs résultats. La communication, elle doit accompagner l'action politique. Pour moi, elle ne doit pas la remplacer. Oui, mais c'est vrai que... Régis, vous voulez réagir? Oui, petite observation juridique. Je suis personnellement favorable, sinon très favorable, au mouvement, bien qu'étant moi-même en retraite, au mouvement contre cette réforme. Mais ce que font ces maires, c'est scandaleux. Je suis tout à fait désolé au plan juridique. D'abord, toujours généreux avec l'argent des autres. C'est l'argent de leurs contribuables, déjà. Deuxièmement, c'est illégal. C'est un détournement de pouvoir. C'est-à-dire que toutes les mairies qui avaient fait des dons ou des subventions pour payer des jours de grève ont été retoquées devant les tribunaux administratifs. Mais maintenant, je vais plus loin. Le fait de payer effectivement les gens pour faire la grève, parce que c'est un détournement, on le voit bien, c'est une infraction, ça s'appelle la concussion, et je pense que il serait peut-être souhaitable qu'il y ait un procureur qui dise on arrête les bêtises, voilà, c'est tout. Donc non, je suis d'accord, neutralité, respect de l'argent public, enfin voyons. Qu'est-ce que c'est que cette façon de l'instrumentaliser et je répète, je suis favorable au mouvement. Oui, Michel. Non, ça concerne notamment la mairie de Paris. Et un certain nombre de mairies. Il y a une dizaine de mairies en France qui sont toutes des mairies de gauche et qui montrent bien quand même qu'il y a aussi entre Jean-Luc Mélenchon qui il y a 10 jours avait essayé de récupérer la première journée de manifestation. On va assez rapidement assister à une tentative de récupération politique. Moi, ce qui me choque, c'est que vous avez des fonctionnaires dans ces mairies-là qui sont pour cette réforme. Ou qui n'ont pas d'avis. Ou qui n'ont pas d'avis. Mais je veux dire que le maire décide comme cela d'une position partisane pour ça, qui engage à Paris c'est 40 000 fonctionnaires, c'est des coûts exorbitants, mais ça, à mon avis, c'est un manque de respect pour tous leurs collaborateurs qui peuvent avoir des points de vue différents et ne pas et effectivement surtout vouloir rester neutre en tant qu'agent public, quoi. Et puis surtout, c'est pour les usagers également. Voilà. Un petit mot, vous savez qui sera le prochain prix Nobel de la paix?
Emmanuel Macron, à n'en pas douter, hier soir, il a eu cette phrase absolument définitive. Il appelle à ne pas alimenter l'engrenage de la violence dans le conflit israélo-palestinien et il a appelé à la reprise des discussions. Enfin, cette phrase m'a... Je la connaissais pas, je trouve ça d'autant plus scandaleux que en 2020, il y a eu un événement très important qui a été la signature des accords d'Abraham entre Israël d'un côté, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn de l'autre, à l'initiative de Donald Trump, dont on se moque souvent. Et la France, qu'est-ce qu'elle a fait? La France qui a une politique arabe, la France qui pèse quand même un petit peu dans la région. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron, depuis 3 ans, il a quasiment eu aucun mot pour soutenir ces accords. Et là, il fait de la communication politique je trouve ça vraiment... il a appelé à la nécessité pour tous d'éviter des mesures susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence. Il a une nouvelle fois exprimé sa disponibilité à contribuer à la reprise du dialogue entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est vrai qu'on attendait que lui. Il est disponible. J'ai trouvé, vu ce qui est en train de se passer, la tragédie, oui, il est dans son rôle, mais on parlait de com, c'est de la com, non, Frédéric Segras? C'est pas forcément de la bonne com. Pardon, Régis? C'est le rôle du ministre des Affaires étrangères de dire ça. Qu'est-ce qu'il a besoin de se mettre en scène tout le temps? Enfin, voyons. Non, moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Non, vous n'êtes pas d'accord, Arnaud? Je trouvais qu'il y avait un décalage entre la situation absolument dramatique qui est effectivement l'état de tension là-bas. Quand même, si vous voulez, ça traduit le recul, malheureusement, de la diplomatie française, comme le disait justement Michel, sur un certain nombre de dossiers, dont le dossier du conflit israélo-palestinien, où la France est d'aujourd'hui... finalement totalement absente. Donc finalement entendre le président de la République dire qu'il est disponible, oui, d'accord. Regardez le Liban où il est allé en sauveur. Regardez dans quel état est le Liban aujourd'hui. Très très bon exemple. Le Liban, c'est véritablement là pour le coup un coup de communication qui avait été fait juste après l'explosion du port. En effet, et on voit que ça n'a été suivi d'aucun effet depuis maintenant 3 ans. Il y est retourné, il y est retourné 1 an après, mais ça n'a eu aucun résultat. Aucun effet. Au Liban, il n'y a pas de président de la République aujourd'hui. Petite pause, 9h27 sur Sud Radio, 64 ans, c'est non négociable. C'est ce qu'a dit Elisabeth Borne. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. La réforme des retraites à la veille donc de la manifestation, de la mobilisation demain d'un certain nombre d'acteurs, de syndicats, une mobilisation qui semble être, en tout cas, qui sera vraisemblablement à la hauteur de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est aujourd'hui qu'elle est présentée, cette réforme des retraites. Et donc hier, Elisabeth Borne a déclaré 64 ans, c'est non négociable. Déjà sur la forme, Arnaud Benedetti, vous dites que c'est pas forcément formidable. Il faut être clair, très souvent dans ce type de mouvement, vous avez une figure de style qui est assez classique de tous les gouvernements, quels qu'ils soient, et sous, je vais dire, toutes les législatures, de dire qu'ils vont jamais rien céder. Ouais. On l'a vécu, rappelez-vous, au moment de la crise des Gilets jaunes, où on avait des responsables politiques qui nous disaient qu'ils ne reviendraient jamais sur la hausse de 5 € de la taxe carbone. On sait ce qu'il en est advenu. Donc, bon, ça, c'est pas fondamentalement nouveau. Sauf que, quand même, il y a 2 façons de le lire. Soit on a un exécutif qui commence à être travaillé par un sentiment de panique par rapport à un mouvement dont il ne maîtrise pas l'issue. L'hypothèse, mais j'y crois pas trop. Deuxièmement, c'est un message qui est envoyé à la majorité parlementaire et à ceux qui peuvent éventuellement soutenir cette réforme au moment où on voit que dans les rangs même de la majorité, c'est en train un peu de flancher. Bien sûr. Vous voyez, par exemple, le MoDem, vous voyez des députés d'Horizon, vous voyez des députés de Renaissance, et vous voyez beaucoup de LR qui ne sont pas dans la majorité, mais qui ont dit qu'ils soutiendraient a priori la réforme, qui commencent à douter de leur soutien. Donc, est-ce que c'est un message qui, d'une certaine manière, a pour objectif de remobiliser politiquement dans une séquence qui est extrêmement compliquée, qui est celle que l'on va connaître, c'est-à-dire demain? C'est peut-être, je veux dire, à cette intention que répond ce message de communication. Mais à mon avis, il est dangereux pour 3 raisons. Parce que, premièrement, je veux dire, il joue contre les syndicats qui, eux, font aussi
de la question de l'âge, quelque chose de non négociable. Il joue contre l'opinion qui est majoritairement opposée à cette réforme, et il joue également contre une partie du Parlement. Alors, ce faisant, ça veut dire que c'est une sorte de quitte ou double. Mais imaginons qu'il soit obligé à un moment donné de reculer. On rentre dans une situation qui n'est pas sans rappeler une crise politique. Oui, Michel Taube. Moi, je considère que ce qu'a dit hier Elisabeth Borne, c'était, je crois, sur France Info, c'est la nouvelle formule de « je suis droit dans mes bottes » d'Alain Juppé il y a 30 ans. Pourquoi ? Parce qu'elle le dit quand même la veille de la discussion de l'ouverture de débat parlementaire et l'avant-veille de la deuxième grande journée de manifestation. Donc franchement, le moment est particulièrement mal choisi. Sinon, pour dire je suis droit dans mes bottes et j'irai jusqu'au bout, qui est d'ailleurs le discours officiel du gouvernement, grosso modo. Mais le problème, c'est que elle a raison de dire ce qu'elle dit, parce que effectivement, elle est complètement prisonnière du soutien qui n'est pas du tout totalement acquis des LR, pour qui les 64 ans sont non négociables, à part quelques-uns des députés LR. Donc effectivement, elle est un peu coincée et obligée... Pas quelques-uns. Aujourd'hui, il y a pratiquement... On considère qu'il y a la moitié du groupe LR qui ne votera pas la réforme. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont s'opposer, il y en a une quinzaine, ou 13 à peu près, et il y a une autre partie qui va s'abstenir. Ça veut dire qu'il n'y aurait qu'une partie du groupe LR qui, à ce stade aujourd'hui, voterait la réforme. Donc on voit bien qu'il y a quand même une difficulté. Arithmétiquement, moi, on m'aurait posé la question il y a une semaine ou 10 jours, j'aurais dit oui, en principe, ça doit passer au niveau de l'Assemblée nationale. Je n'en suis pas du tout sûr aujourd'hui. D'autant plus que vous avez le groupe Lyotte, le groupe charnière, qui réunit des centristes de gauche et de droite, quelques députés régionalistes, qui a dit également qu'il voterait contre la réforme. Donc c'est pas gagné. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Fougerat, de cette phrase définitive Si Michel y voit une stratégie, moi j'y vois plutôt, et possible, et je la comprends, je vois plutôt quand même une erreur de communication. On est quand même plus dans une posture autoritaire que d'autorité. Dans sa fonction, c'est ce que disait Arnaud, les positions fermes et définitives sont souvent intenables. Donc pourquoi tenir les propos si la position n'est pas tenable? Par ailleurs, on est quand même à la veille d'un débat au Parlement, donc elle est supposée se montrer avec une forme d'humilité, avec une forme d'ouverture. Mais la communication sur cette réforme, je trouve qu'elle est mal engagée depuis le début. Rien que par la façon dont elle a été nommée au début pour nos retraites, il n'y a aucun message, il n'y a aucun sens. C'est même pas vos retraites, puisque quand même l'exécutif s'adresse aux Français. Il n'y a même pas de verbe. On ne dit pas que c'est pour sauver les retraites. Donc on ne dit rien. Et donc on n'affiche pas ce qu'on appelle souvent en communication le bénéfice client. Pour arriver à faire adhérer, vendre, pour intéresser quelqu'un, il faut quand même que la personne en face ait un sentiment d'un bénéfice à acquérir. Là, c'est absolument pas le cas. Alors que pour s'opposer à cette réforme, c'est très simple d'avoir l'anti-bénéfice. C'est travailler plus pour éventuellement rien de mieux. Donc c'est très facile d'être contre. C'est plus compliqué de l'expliquer. Mais si on engage une mauvaise communication dès le début, et là, je pense que ça participe à cette mauvaise communication qui fait que tout le monde rame, tout le monde est en train d'essayer de se justifier pour la défendre. Mais c'est comme si on défendait l'indéfendable, puisqu'en face, il y a un point très négatif. On vous demande des efforts, on vous demande de vous fatiguer, on vous demande plus, et on vous garantit rien en face. Régis ? Alors, je m'interroge, attention, c'est pas ce que je pense, je suis pas dans la tête d'Elisabeth Borne, mais je me demande s'il n'y a pas un effet tactique. Arnaud a décrit une situation parlementaire qui est pas évidente. Il y a une situation sociale où quand même, là, demain, ça va être une journée qui va être importante. On va voir où en sont les mobilisations, on va voir où en sont, les différentes organisations. Mettre la barre assez haut, là, est-ce que c'est pas justement pour cristalliser le débat? C'est-à-dire que les groupes parlementaires qui branlent dans le manche un peu, qu'est-ce que ce serait si si la situation s'aggravait, on peut imaginer qu'il peut y avoir des débordements, il peut y avoir un certain nombre de choses. Michel, droit dans mes bottes, Juppé n'a pas dit ça pour son plan, il a dit ça à propos de son logement et ceux de ses enfants qu'il avait loués en tant que gestionnaire du parc privé de la ville de Paris et qui faisait qu'il avait commis une prise illégale d'intérêt. Donc il comprenait pas, d'ailleurs, il comprenait pas.
Il ne voyait pas où était le problème, d'ailleurs. C'est vrai, sauf que c'est resté dans l'inconscient français, c'est vrai. C'était au moment où, effectivement. Mais vous avez raison de le préciser, parce qu'on l'avait peut-être oublié. On oublie le contexte, mais on conserve à l'esprit la formule. L'esprit, la formule. Et on l'attribue au moment où il y avait cette négociation. Exactement. Oui, absolument. Non, mais en plus, je reviens sur les aspects communication, c'est que tout cela est très mal emmanché depuis le début, parce que ils n'ont pas justifié. Souvenez-vous comment ils ont justifié au début, comment Macron justifiait cette réforme. Il disait cette réforme, elle n'était pas tant pour sauver le système par répartition que de trouver des moyens de financer d'autres politiques publiques. Et puis, on est revenu sur une autre forme de justification qui est aujourd'hui, en effet, de sauver notre système par répartition. Il y a un principe de base en communication qui avait été inventé par un publicitaire américain, Russell Reeves, qui disait il faut une unique proposition de vente pour un produit, c'est-à-dire un seul message par produit. Quand vous changez en permanence de message pour votre produit, qui est en l'occurrence la réforme des retraites, et bien évidemment, vous finissez par faire douter l'opinion publique sur votre intention et sur la nécessité de cette réforme. Surtout sur la nécessité de cette réforme. Celui qui est droit dans ses bottes, c'est Emmanuel Macron, c'est même pas Elisabeth Borne. Et ce que je trouve tellement anachronique, tellement paradoxal, parce que je trouve tellement paradoxal, c'est que le plus jeune président de la République, face d'une question sur des retraites, sa mère des réformes, je trouve il y a quelque chose, symptôme d'une France qui ne va pas bien et qui tous les 5 c'est pas parce qu'il est jeune qu'il doit pas. Oui, mais quand même parce que le fait qu'il ait voulu faire de ce thème-là, de cet enjeu-là, son principal réforme, que personne ne l'a fait avant. Tous les 7-10 ans, on a une nouvelle réforme. La réforme Touraine, c'était il y a 10 ans. Tous les 10 ans, ça revient sur le. Voilà, il y a quand même une anomalie française d'avoir à se déchirer tous les 10 ans sur la question des retraites, alors que dans tous nos pays voisins, honnêtement, on est passé à des systèmes à 67 ans, même 72 ans dans certains pays. Je dis pas que c'est un modèle, mais quand même, moi je trouve que. Donc vous êtes d'accord avec la phrase de Gérald Darmanin, je ne sais pas si on l'a de ce week-end quand il parlait de la NUPES. Écoutez. Il faut distinguer ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi je veux dire que c'est aussi nier les conditions des classes populaires, des ouvriers, des employés qui savent que c'est par le travail qu'on s'en sort, c'est par le travail qu'on peut devenir propriétaire de sa maison. Oui, en découpant des dindes à la chaîne ou en faisant... Oui, sauf qu'il oublie de dire, c'est que les classes populaires, quand on regarde toutes les études d'opinion, elles sont opposées majoritairement, très majoritairement à la réforme. Qui est favorable à travailler très majoritairement à la réforme. Non, mais attendez, il y a plusieurs choses. On voit bien la stratégie. On voit bien la stratégie de Darmanin, c'est d'assimiler le mouvement de contestation à LFI, parce que LFI est en effet une forme politique un peu allergisante pour une majorité de nos concitoyens, même s'ils réussissent électoralement à avoir un nombre de députés important. Donc il y a cette tactique derrière cela. Mais la réalité, c'est qu'en fin de compte, le problème en France, c'est la relation au travail. Quand vous regardez toutes les études qui sont menées comparativement avec d'autres pays européens, c'est en France où la relation au travail est la plus mal vécue. Donc déjà, il ne peut pas considérer que ça se passe bien au travail. Vous avez un tiers des Français qui considèrent que oui, en effet, leur situation professionnelle est satisfaisante. Après, vous avez les 2 tiers qui considèrent que leur situation, leurs conditions de travail, leur expérience du travail, leur relation avec leur hiérarchie est mauvaise. Donc, y compris sur le plan de leur santé. Donc, il y a quand même un problème aujourd'hui des Français avec le travail. Donc, ce n'est pas quelques, bobos, comme il l'a dit dans son interview au journal du dimanche, ou je ne sais plus, aux Parisiens, en l'occurrence, qui sont aujourd'hui opposés à cette réforme du travail. Il y a un mouvement de fond. Donc, moi, je trouve que la stratégie qui consiste à assimiler à la seule LFI la contestation de la réforme des retraites est une stratégie dangereuse à partir du moment où vous avez l'opinion majoritairement qui est contre. 72% des Français sont contre la réforme. Oui, mais encore une fois, qui est d'accord de travailler plus longtemps par une loi qui
vous imposerait de faire plus d'années de travail. Évidemment que c'est pas une réforme qui est populaire, bien entendu. Après, je pense que il y a une idéologie française, spécifiquement française, qui est que effectivement la relation au travail n'est pas saine, parce qu'il y a plus de hiérarchie que dans d'autres pays, parce qu'effectivement la relation entre les patrons et les syndicats a toujours été compliquée, et que c'est par des conflits sociaux qu'on arrive à obtenir des évolutions, parce qu'il y a aussi un jacobinisme français que l'on retrouve aussi, je trouve, dans la relation au travail, parce que, encore une fois, c'est une spécificité là aussi française. Ça a commencé avec les 35 heures. Cette idéologie de réduire la place du travail. Moi, je vais vous dire, la seule chose que je sais, c'est que j'ai 55 ans. Donc moi, maintenant, je suis un senior. D'accord ? Je suis un senior. Depuis 10 ans, hein, j'ai le regret de vous le dire. Ah, je crois que c'était 50... c'est 45. Ça fait 10 ans. C'est 10 ans dans les entreprises. Il est content d'être venu. On est jeune jusqu'à 44 ans et à 45, on devient vieux, quoi. Ouais. Bon, enfin, c'est complètement ridicule. Et ça, c'est aussi une spécificité française. Et la deuxième chose, c'est que un des âges de la vie où il y a la plus grande mortalité chez les hommes, chez les femmes, c'est moins le cas. Mais chez les hommes, c'est l'année de passage à la retraite. Parce qu'il y a un décrochage social qui est important. Cet argument me paraît un peu faible. Parlez-en aux ceux qui font les 3-8, ceux qui sont dans les... Enfin, vous ne pouvez pas faire une globalisation comme ça. Les métiers pénibles doivent être protégés et doivent être le plus aidés possible. Mais ils ne le sont pas. Par la réforme. On a enlevé des critères de pénibilité. De dire à tous les Français, effectivement, comme là je suis d'accord avec ce qu'a dit Gérald Darmanin, il y a une forme de stigmatisation du travail qui va bien au-delà des professions pénibles. Je suis désolé. Et ça, sauf que là, il fait diversion. C'est une communication de diversion. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas le travail parce qu'il est dur et mal payé, hein? Je sais pas. Je reviens des éléments simples. Qu'il fallait des fois les infirmiers, les enseignants, etc. Évidemment. Bien entendu, mais je pense que le discours ambiant que défend une certaine gauche, qui est quand même, notamment à la CGT, je suis désolé. Michel, on marque, on s'interrompt, il y a la pub et on revient tout de suite. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio avec Frédéric Fougerat, Arnaud Benedetti, Michel Taube et Régis de Castelnau. Alors, Frédéric, vous voulez peut-être réagir à ce que disait Michel Taube sur la valeur travail qui serait une particularité française dans le souhait de moins travailler, ou sur ce que disait Gérald Darmanin, c'est-à-dire cette France qui n'aime pas le travail. Et moi, j'ai envie de revenir sur la communication du gouvernement, parce qu'il se trouve que je suis d'accord avec Michel et d'accord avec Arnaud sur certains de leurs points. Mais tout ça, ça montre quoi, en fait? Ça montre qu'encore une fois, comme on le disait en introduction de ce sujet, que le gouvernement, en tout cas de mon point de vue, semble ne pas avoir de stratégie de communication sur ce sujet. Et donc, il se passe quoi? Il se passe que chacun y va de sa tentative d'avoir le bon mot ou la bonne formule pour venir expliquer, justifier, sauver la réforme. Mais des talents de niveau divers qui s'expriment, ça fait pas une stratégie de communication. Donc voilà, Darmanin, c'est pas le plus mauvais en communication. Ça peut être risqué. Mais là, est-ce que c'est habile ce qu'il a fait, ce qu'il dit, ce qu'évoquait, ce qu'on a entendu, et ce qu'évoquait Arnaud Benedetti, c'est de nature aussi à radicaliser et à provoquer. Mais je sais, en ce point que j'étais d'accord avec Arnaud, c'est qu'il y a ce risque de radicalisation, mais on est dans un débat déjà qui est radicalisé. Donc est-ce qu'on utilise effectivement le rejet contre LFI est-ce qu'on utilise le rejet contre LFI pour essayer de se faire un socle favorable? Est-ce qu'on essaye de soi-même bordéliser le débat en expliquant que les autres le bordélisent? Il y a une part de risque, il y a une tentative et il y a une part de risque. Oui, Régis? Alors, oui, j'entendais que les Français n'aiment pas travailler. Oui, les Français n'aiment pas travailler. J'ai dit ce que j'en pensais de façon lapidaire. J'ajoute pour Michel pourquoi est-ce que Macron fait ça? Je rappelle quand même que le quoi qu'il en coûte, tant Ursula est à l'affût, hein. C'est-à-dire qu'on aura une partie de l'argent si on entreprend les réformes souhaitées par l'Europe. Hein. Ça faut peut-être pas oublier cette contrainte-là. Non, le fait que sur cette phrase qui est effectivement que j'ai pris pour un élément tactique, peut-être, hein, un élément tactique, et là vous nous dites, et je crois que c'est vrai que le gouvernement n'a pas de stratégie. Je vais me permettre de faire référence à Sun Tzu, qui était le théoricien chinois il y a 2500 ans de l'art de la guerre, et qui disait
la tactique sans stratégie, c'est le bruit avant la défaite. J'aime beaucoup cette citation. C'est que oui, il n'y a pas de stratégie, donc les coups tactiques, on les accumule. La stratégie n'est pas l'accumulation des coups tactiques. Hein. Au contraire, c'est ce que dit Sun Tzu. Donc, oui, je vais dire quelque part que vous me faites plaisir, hein, dans les analyses que j'entends ce matin, sur la fragilité finalement politique sur ce dossier d'Emmanuel Macron. Je dis pour ceux qui sont sur le plateau, Valérie le sait, que je suis à 10 000 km. Oui, vous êtes à La Réunion. Très beau, très chaud. Voilà, je suis à l'île de La Réunion. Hein, je mange des fruits de la passion. Il a beaucoup plu ces derniers jours, non ? Oui, on a eu 3-4 jours, mais là il fait magnifique. Quelle chance. Hein, donc je suis tu es en France. Un peu éloigné géographiquement, mais aussi intellectuellement du débat sur les retraites, étant donné en plus que je ne suis plus concerné. Mes enfants le seront, bien évidemment. Et à La Réunion, justement, c'est intéressant de voir, est-ce qu'on s'intéresse à ce débat ? Oui, beaucoup. Beaucoup. La situation sociale, c'est pas les Antilles, hein, c'est plus développé, c'est une île en meilleur état, mais il y a quand même des problèmes sociaux considérables, hein, et une tradition un petit peu. Vous savez, il y avait un parti communiste réunionnais dirigé par le frère jumeau de Jacques Vergès, hein, par Paul Vergès, qui était une puissance, ça a laissé des traces. Hein, et en plus, les grandes collectivités locales sont aux mains de la gauche. La région, la ville de Saint-Denis, qui fait quand même 140 000 habitants. Hein. Donc voilà, c'était une grosse mobilisation ici. Il y aurait un autre moyen de financer le système des retraites, c'est de rétablir les 39 heures de travail par semaine. Ça éviterait très très largement, ça générerait je crois 10 à 15 milliards d'euros de cotisation retraite par an. Mais bon, ça c'est une très très méchante idée que j'aimais là et qui ne correspond pas à l'ère du temps. Et c'est surtout qu'en réalité, beaucoup de gens font bien plus de 39 heures par semaine aujourd'hui. Bah évidemment, pourquoi ne pas ça rétablirait la situation sur le papier, mais pas dans la réalité. Mais pas dans la réalité. Il y a beaucoup je pense aux soignants qui font des heures supplémentaires qui ne seront pas payées. Donc une solution, oui et non. Je voudrais qu'on évoque tout de même ce week-end le Figaro consacré à un gros dossier à ceux qui reviennent de Syrie, à ces femmes et ces enfants. Et Thibault de Montbrial, l'avocat, disait le pays n'a pas les moyens de les surveiller, donc rapatrier ces femmes et ces enfants, on avait dit que ce serait au cas par cas. Visiblement, c'est plus qu'au cas par cas. On les rapatrie maintenant sans visiblement beaucoup de discernement. On a rapatrié 15 femmes, 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers. Et c'est vrai que aujourd'hui, que ce soit Thibault de Montbrial ou des gens qui sont bien informés, on n'a pas les moyens de contrôler. Alors elles seront jugées vraisemblablement en France, mais c'est tout de même, ça pose un certain nombre de questions. Et j'en profite pour vous signaler tout à l'heure que Jean-Jacques Bourdin recevra Florence Bergeau-Blaquière, anthropologue qui a publié Le frérisme et ses réseaux aux éditions Odile Jacob, et Thibault de Montbrial. Un très bon livre, et une des plus grandes spécialistes, je trouve, de la radicalisation en France. Sur le rapatriement de ces femmes et de ces enfants, Frédéric Fougera, parce qu'on avait dit qu'on ferait attention, et visiblement, on est obligé de les rapatrier. Ce que je comprends, c'est que la priorité, c'est la situation des enfants. Donc oui, mais entre un enfant qui a 3 ans et un qui en a 15, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose exactement. Et ce que je comprends aussi, c'est que les femmes, elles passent directement par les cases prison. Donc maintenant, si on continue d'en rapatrier des dizaines, des centaines et des centaines, ça va peut-être être plus compliqué, mais c'est quand même la préservation des enfants qui compte en premier. Maintenant, je comprends que c'est pas parfait et qu'effectivement, des adolescents peuvent déjà être embrigadés, peuvent déjà représenter une forme de danger, ne serait-ce que pour venger la situation de leur maman qui se retrouve en prison. Michel ? Moi, je veux dire 2 choses. Bon, il se trouve que je connais un couple dont le fils est parti faire le djihad, et qui s'est battu pour qu'il puisse revenir et qui malheureusement dont ils ont appris en octobre dernier qu'il était mort là-bas. Moi je dirais pas malheureusement, pardon de dire ça très brutalement. Attendez, mais j'aimerais rajouter la chose. Mais qui part faire le djihad qui se fait tuer, bien fait pour lui. Il y a un aspect humain. Après, non, mais attendez, j'ajoute tout de suite que je suis extrêmement préoccupé par ce retour de ces personnes. Pour une raison très précise. Les femmes, puisqu'il s'agit de femmes, ont dans le djihad une fonction bien particulière. Elles ont 2 missions particulières. Une, c'est de faire des enfants. Et 2, c'est de transmettre
à leurs enfants les valeurs de leur père. Et en fait, moi je dis que non seulement il y a danger pour les femmes qui reviennent, mais aussi pour leurs enfants. Parce qu'en fait, ils ont été endoctrinés au sein de leur mère. Et je le dis à dessein parce que c'est exactement ça dans la doctrine du djihad. Et donc, si vous voulez, ce que je dis, c'est que ce sont des bombes à retardement. Et c'est pas que les mamans, c'est aussi les enfants. Alors évidemment, quand on sait que l'aide sociale à l'enfance est complètement en lambeaux, manque de moyens, qu'on n'arrive déjà pas à gérer tous les problèmes qu'on a avec les mineurs en France qui ont des problèmes psychologiques, de comportement social, de violence urbaine, etc. Mais ce sont des bombes à retardement. Il faut qu'on en ait conscience et que donc il faut s'attendre à ce que ces femmes et certains de leurs enfants vivent en prison pendant très longtemps pour protéger la société. Arnaud, rapidement, c'est connu que de toute façon, tous les mouvements qui ont été des mouvements totalitaires, et l'islamisme est un mouvement totalitaire, ont toujours utilisé les enfants comme arme de propagande. Ça, c'est une réalité historique que l'on peut observer sans trop de difficultés. Ensuite, si vous voulez, le problème, c'est quand même, le fond, c'est la capacité que nous avons à surveiller et à contrôler. Vous savez qu'en ce moment, il y a une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Colonna en prison. Et ce qui est en train de ressortir de cette commission d'enquête parlementaire, c'est que l'assassin d'Ivan Colonna, qui était considéré par les services comme étant sur le spectre haut de la dangerosité, c'était un ancien d'Afghanistan qui avait tenu des propos, qui avait commis des actes de barbarie lorsqu'il était en Afghanistan, que cet homme-là n'a même pas été signalé, en l'occurrence, comme étant extrêmement dangereux au niveau de l'ensemble des autorités qui, sur le plan carcéral, ont eu à gérer sa situation. C'est-à-dire qu'on a eu quelqu'un à qui on a accordé le statut d'auxiliaire. Alors qu'on savait très bien que c'était un terroriste d'une dangerosité évidente. Donc déjà, vous voyez que quelqu'un qui est particulièrement signalé par les services, on peut imaginer les trous dans la raquette qui existent aujourd'hui lorsque l'on rapatrie des gens dont finalement on n'est pas tout à fait certain de la trajectoire ou du cursus, si ce n'est qu'ils sont quand même allés faire le djihad. Oui, et il n'y a pas de quartier dédié pour ces femmes, donc elles vont se retrouver au contact d'autres femmes. C'est fini pour aujourd'hui, Régis. Une prochaine fois, je ne repars pas tout de suite. Je vous laisse pour mes fruits de la passion et mes litchis. Eh bien, allez-y. Juste le témoignage d'une auditrice qui nous dit: moi, j'ai 60 ans, je suis en arrêt maladie professionnelle, 20 femmes de chambre, 20 ans de femmes de chambre, à savoir qu'on devait nettoyer 19 à 21 chambres par jour et 10 ans dans le nettoyage industriel. Arrêtez de dire que les Français sont des feignants. Et c'est vrai que cette phrase de Gérald Darmanin, elle risque de braquer beaucoup de gens. Allez, on se retrouve dans un instant pour l'émission Média et on se retrouve demain pour des débats, mais à tout de suite.